Le 23 juillet 2018, par une matinée d'été exceptionnellement claire sur le lac d'Annecy, deux plongeurs de l'équipe de secours aquatique de Haute-Savoie effectuaient un exercice de routine. La température de l'air atteignait déjà 24 degrés à 8 heures du matin, présageant une journée caniculaire typique des étés alpins récents. À 32 mètres de profondeur, dans les eaux cristallines près de la rive est, ils découvrirent quelque chose qui allait rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de la région. Un sac de couchage bleu marine, parfaitement conservé par les eaux froides du lac, reposait sur le fond vaseux entre des rochers calcaires et une dense végétation d'algues characées. Sa couleur vive contrastait étrangement avec l'environnement vert-brun du fond lacustre. À l'intérieur de ce sac étanche de marque Lafuma, des échantillons d'eau soigneusement étiquetés et datés du 15 août 2012 reposaient dans des flacons en plastique transparent, comme figés dans le temps par les conditions exceptionnelles de conservation du lac d'altitude. 6 années exactement s'étaient écoulées depuis la disparition mystérieuse d'Églantine Roux, une botaniste de 35 ans spécialisée dans l'étude des plantes aquatiques, dont le cas avait défrayé la chronique régionale avant de sombrer progressivement dans l'oubli des affaires non résolues. Cette femme brillante et passionnée, reconnue dans la communauté scientifique européenne pour ses recherches sur l'impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes lacustres alpins, s'était littéralement volatilisée un mercredi matin d'août, laissant derrière elle un mystère que ni les gendarmes ni sa famille n'avaient jamais réussi à élucider. La découverte de ce sac de couchage, émergeant du passé comme un message d'outre-tombe, n'était que le début d'une vérité si dérangeante qu'elle remettrait en question tout ce que la communauté scientifique et les habitants d'Annecy croyaient savoir sur cette femme brillante et dévouée. Les échantillons qu'il contenait révéleraient des secrets inavouables, des mensonges industriels et une corruption qui avait coûté la vie à quelqu'un dont le seul crime avait été de vouloir protéger l'environnement qu'elle aimait. Mais comment un simple sac de couchage, retrouvé par hasard dans les profondeurs d'un lac réputé pour sa pureté, pouvait-il révéler un secret si sombre qu'il avait justifié un meurtre ? Comment la passion scientifique d'une femme de 35 ans pour les plantes aquatiques avait-elle pu la mener à une mort si violente? Et surtout, pourquoi avait-il fallu attendre si longues années pour que la vérité commence enfin à émerger des eaux silencieuses du lac d'Annecy? Les réponses à ces questions bouleverseraient non seulement la famille d'Églantine et ses proches, mais également toute une région qui découvrirait que derrière l'image idyllique de son environnement préservé se cachait une réalité autrement plus sombre, où l'avidité et la peur avaient transformé un homme ordinaire en meurtrier. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses, réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire et la tragédie qui allait frapper cette famille ordinaire de Savoie, il faut d'abord connaître intimement Églantine Roux et le contexte dans lequel elle évoluait. Née le 12 mars 1977 à Chambéry, dans une maternité qui accueillait alors les familles de toute la vallée, Églantine était l'aînée de 2 enfants d'une famille de classe moyenne profondément enracinée dans les traditions alpines. Son père, Maurice Roux, instituteur dévoué qui avait enseigné pendant 42 ans dans les écoles primaires de Chambéry, incarnait cette génération d'éducateurs passionnés qui considéraient leur métier comme une mission sociale. Sa mère, Marguerite Roux, née Collin, infirmière à l'hôpital de Chambéry depuis l'âge de 22 ans, avait gravi tous les échelons de la hiérarchie hospitalière jusqu'à devenir responsable du service de pédiatrie. Ce couple travailleur et respecté avait toujours encouragé la curiosité intellectuelle de leurs enfants et leur passion précoce pour la compréhension du monde naturel. Dès l'âge de 8 ans, Églantine manifestait une fascination inhabituelle pour le monde végétal qui entourait le chalet familial de Saint-Pierre d'Albigny, où la famille passait tous ses week-ends et vacances scolaires. Elle collectionnait méthodiquement les feuilles et les fleurs,
créant des herbiers d'une précision remarquable qui impressionnait ses professeurs et laissait présager d'un avenir scientifique prometteur. Sa chambre d'enfant ressemblait davantage à un laboratoire de botaniste en herbe qu'à celle d'une petite fille ordinaire, avec ses microscopes jouets, ses carnets de dessins naturalistes et ses collections de graines soigneusement étiquetées. Cette passion précoce ne se démentit jamais au cours de sa scolarité exemplaire. Après un baccalauréat scientifique obtenu avec mention très bien au lycée Vaugelas de Chambéry, Églantine entama des études brillantes en biologie à l'université de Grenoble, une institution réputée pour l'excellence de ses formations en sciences naturelles. C'est là qu'elle découvrit sa véritable vocation, la botanique aquatique, un domaine relativement niche mais crucial pour la compréhension des écosystèmes lacustres. Ses professeurs de Grenoble se souvenaient d'une étudiante exceptionnellement rigoureuse et innovante, capable de passer des heures entières immergée dans l'eau froide des lacs alpins pour étudier des espèces végétales que d'autres chercheurs négligeaient. Son mémoire de maîtrise sur l'adaptation des characées aux variations climatiques avait d'ailleurs été publié dans une revue scientifique internationale, honneur rare pour un travail d'étudiante. Après sa spécialisation en écologie aquatique, Églantine avait rapidement acquis une réputation dans la communauté scientifique européenne. Ses collaborations avec l'Institut national de recherche agronomique, l'Institut Forel de Genève et plusieurs laboratoires européens témoignaient de la reconnaissance dont elle jouissait malgré son jeune âge. En 2012, à 35 ans, elle travaillait comme chercheuse indépendante, un statut précaire, mais qui lui offrait la liberté intellectuelle qu'elle chérissait par-dessus tout. Son financement provenait de diverses subventions publiques et privées, notamment de la région Rhône-Alpes, qui avait identifié ses recherches comme prioritaires dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Elle avait notamment obtenu cette année-là une bourse de 15 000 € pour étudier l'impact des variations thermiques sur les écosystèmes lacustres des Alpes, un projet qui l'amenait à sillonner toute la région pour effectuer des prélèvements et des analyses comparatives. Églantine vivait seule dans un appartement modeste mais lumineux du centre-ville d'Annecy, au 3e étage d'un immeuble bourgeois de la rue Sainte-Claire, à quelques minutes à pied du lac qui était devenu son laboratoire naturel quotidien. Cet appartement de 50 mètres carrés qu'elle louait depuis 2007 témoignait de sa personnalité. Des bibliothèques scientifiques jusqu'au plafond, un coin bureau équipé d'un matériel informatique performant pour ses analyses de données, et surtout une loggia transformée en serre improvisée où elle cultivait des espèces aquatiques rares dans des aquariums spécialement aménagés. Ses voisins, interrogés après sa disparition, la décrivait unanimement comme une femme discrète mais profondément chaleureuse, toujours prête à expliquer avec une passion communicative ses découvertes botaniques à quiconque manifestait le moindre intérêt. Madame Fernande Girard, sa voisine du 2e étage, se souvenait particulièrement de ces soirées d'hiver où Églantine l'invitait à découvrir ses cultures aquatiques, transformant des explications scientifiques complexes en récits captivants accessibles à tous. Elle possédait une Citroën C3 bleue de 2008, véhicule pratique et fiable qu'elle avait spécialement équipé pour ses déplacements professionnels. L'arrière de cette voiture ressemblait à un laboratoire mobile, avec des caisses étanches contenant son matériel scientifique sophistiqué. Microscope portable, sondes de mesure, contenant de prélèvements stérilisés, appareils photographiques sous-marins et tout l'attirail nécessaire à ses recherches de terrain. La région d'Annecy, avec son lac aux eaux remarquablement pures et sa biodiversité exceptionnelle, attirait des chercheurs du monde entier qui venaient étudier cet écosystème unique en Europe. Le lac, formé il y a environ 18 000 ans par la fonte des glaciers alpins lors de la dernière grande déglaciation, s'étendait majestueusement sur 27 km² et atteignait une profondeur maximale de 65 mètres dans sa partie la plus septentrionale. Ces eaux d'un bleu cristallin, alimentées principalement par des sources souterraines filtrées par les calcaires du massif des Bauges et par des torrents de montagne aux eaux pures,
maintenait une température fraîche, même au cœur de l'été, créant un environnement unique particulièrement propice au développement de nombreuses espèces végétales aquatiques endémiques. Cette pureté exceptionnelle avait valu au lac d'Annecy le surnom de « lac le plus pur d'Europe », titre dont les habitants étaient fiers et qu'ils protégeaient jalousement. Le travail spécialisé d'Églantine se concentrait particulièrement sur les characées, ces algues complexes souvent confondues avec des plantes supérieures par les non-initiés, qui servent d'indicateurs biologiques irremplaçables de la qualité de l'eau. Ces organismes fascinants, véritables sentinelles écologiques des milieux aquatiques, réagissent avec une sensibilité extrême aux moindres variations chimiques de leur environnement, ce qui en fait des outils de surveillance environnementale d'une précision inégalée. Le 15 août 2012 était un mercredi. Églantine avait prévu une mission de prélèvement de 3 jours sur la rive orientale du lac d'Annecy, dans une zone relativement isolée près de Duingt. Elle avait informé Sophie Lemaire de son programme par email le 13 août, précisant qu'elle comptait installer son campement près de la réserve naturelle du bout du lac pour étudier une colonie de characées qu'elle suivait depuis le mois de mai. Ce matin-là, à 7h30 précise, Madame Fernande Girard, sa voisine du 2e étage, l'avait croisée dans l'escalier de l'immeuble. Églantine portait son sac à dos de randonnée kaki, celui qu'elle utilisait toujours pour ses missions prolongées, et tenait à la main une glacière contenant ses échantillons de la veille. Elle avait salué politely Madame Girard et mentionné qu'elle rentrerait vendredi soir, comme à son habitude. À 8h15, elle s'était arrêtée à la boulangerie de la rue Carnot pour acheter des provisions. 2 baguettes, du fromage de chèvre local et des fruits secs. Monsieur Lacroix, le boulanger, se souvenait parfaitement de cette transaction, car Églantine avait demandé des conseils sur les meilleures pommes de la région, une conversation inhabituelle qui l'avait marqué. Les caméras de surveillance de la station-service Total, route d'Albertville, l'avaient filmée à 8h47 en train de faire le plein de sa Citroën C3. Elle avait payé par carte bancaire et acheté une bouteille d'eau supplémentaire. L'employé de service, un jeune homme nommé Kevin Morel, se rappelait qu'elle semblait de bonne humeur et avait plaisanté sur la météo exceptionnellement belle. Vers 9h30, elle avait garé sa voiture sur le petit parking naturel aménagé près de la réserve du bout du lac, un endroit qu'elle connaissait bien et qu'elle utilisait régulièrement comme point de départ pour ses explorations. 2 randonneurs allemands, en vacances dans la région, l'avaient vue décharger son matériel méthodiquement. Ils avaient même échangé quelques mots en anglais sur la beauté du paysage, avant de partir vers le sentier de la Tournette. L'équipement d'Églantine était considérable, mais parfaitement organisé. Son sac de couchage bleu marine de marque Lafuma, une tente 2 places orange, un réchaud à gaz, des contenants étanches pour ses prélèvements, un microscope portable, des fioles de conservation, un carnet de terrain imperméable et bien sûr son matériel photographique pour documenter ses découvertes. Elle portait également un GPS Garmin qu'elle utilisait pour géolocaliser précisément ses échantillons. Selon sa méthode habituelle, Églantine commençait toujours par installer son campement avant d'entamer ses prélèvements. Les traces retrouvées plus tard par les gendarmes montraient qu'elle avait effectivement monté sa tente dans une petite clairière à environ 200 mètres du parking, abritée par des pins et offrant un accès direct au lac. Elle avait disposé son matériel scientifique avec le soin méticuleux qui la caractérisait. L'après-midi du 15 août, vers 14h, un pêcheur local, M. Bernard Chavant, l'avait aperçue depuis son bateau alors qu'elle prélevait des échantillons d'eau près de la rive, à genoux dans les roseaux. Elle portait sa combinaison néoprène courte habituelle et semblait concentrée sur son travail. Monsieur Chavant, qui la connaissait de vue pour l'avoir souvent croisée dans ses activités de recherche, lui avait fait un signe de la main auquel elle avait répondu par un sourire. C'est à partir de ce moment que commence le mystère qui allait hanter la région pendant 6 années. Plus personne ne revit jamais Églantine Roux vivante. Le vendredi 17 août au soir, quand elle ne donna pas signe de vie comme convenu, Sophie Lemaire commença à s'inquiéter.
Elle tenta de la joindre sur son téléphone portable, mais tomba systématiquement sur la messagerie. Connaissant la ponctualité légendaire de son amie, elle décida d'attendre jusqu'au lendemain matin avant d'alerter les autorités. Le samedi 18 août à 8 heures, Sophie se rendit directement à la gendarmerie d'Annecy pour signaler la disparition. Le maréchal des logis-chefs Alain Garnier, qui prit sa déposition, organisa immédiatement des recherches sur la zone où Églantine était censée travailler. L'équipe de secours découvrit sa Citroën C3, toujours garée sur le parking, fermée à clé, avec tous ses papiers dans la boîte à gants. Le campement d'Églantine fut retrouvé intact dans la clairière. Sa tente était correctement fermée, ses affaires personnelles parfaitement rangées à l'intérieur. Son carnet de terrain contenait des observations détaillées jusqu'au 15 août en fin d'après-midi, avec des croquis précis et des coordonnées GPS. La dernière annotation était horodatée 17h15 et concernait une anomalie dans la coloration des sédiments, prélèvement urgent nécessaire. Ce qui troubla immédiatement les enquêteurs fut l'absence totale de son sac de couchage, de son matériel de prélèvement d'eau et de son GPS portable. Tous ces autres équipements étaient présents. Vêtements, provisions, matériel de camping, appareils photo, carnet de terrain. Mais ces trois éléments spécifiques avaient disparu avec elle. Les recherches s'intensifièrent rapidement. L'équipe cynophile de la gendarmerie ratissa la zone pendant 48 heures sans résultat. Les plongeurs de la sécurité civile explorèrent les fonds du lac dans un rayon de 500 mètres autour du point où elle avait été vue pour la dernière fois. L'hélicoptère de la gendarmerie survola toute la région entre Annecy et Albertville. Aucune trace d'Églantine ne fut découverte. L'enquête révéla qu'elle n'avait utilisé ni sa carte bancaire, ni son téléphone portable après le 15 août. Ses comptes n'avaient enregistré aucun mouvement suspect. Son ordinateur portable, analysé par les experts de la police technique et scientifique, ne contenait aucun élément inquiétant. Seulement ses recherches botaniques, ses correspondances professionnelles et ses photos de terrain. Le mystère s'épaissit encore quand les enquêteurs découvrirent que son téléphone portable avait émis son dernier signal vers 18 heures le 15 août, depuis une zone située à environ 800 mètres de son campement en direction du lac. Après cette heure, l'appareil sembla s'éteindre définitivement, comme s'il avait été volontairement mis hors service ou endommagé. La disparition d'Églantine Roux défrayait rapidement la chronique locale. Les journaux régionaux titrent sur « L'énigme de la botaniste disparue » et des battues citoyennes s'organisèrent spontanément les week-ends suivants. Mais malgré la mobilisation exceptionnelle des moyens de recherche et l'engagement de toute la communauté, Églantine semblait s'être volatilisée sans laisser la moindre trace exploitable. Les mois qui suivirent la disparition d'Églantine transformèrent profondément la vie de tous ceux qui l'avaient connue. Sophie Lemaire, sa plus proche collaboratrice, fut la plus affectée par cette perte inexpliquée. Elle continua les recherches botaniques d'Églantine avec une détermination presque obsessionnelle, espérant secrètement découvrir un indice que les enquêteurs auraient pu manquer. Chaque week-end, elle se rendait sur les lieux de travail habituels de son amie, scrutant les rives du lac avec une minutie qui inquiétait son entourage. Henri Roux, le frère d'Églantine, prit un congé sabbatique de 6 mois de son poste d'ingénieur à Toulouse pour s'installer temporairement à Annecy et coordonner les recherches. Il louait un petit studio près du lac et passait ses journées à rencontrer les témoins potentiels, à étudier les cartes topographiques et à proposer de nouvelles pistes aux gendarmes. Son obstination et sa rigueur d'ingénieur impressionnaient le maréchal des logis-chefs Garnier, mais ses efforts restaient vains. Les parents d'Églantine, Marguerite et Paul Roux, vieillissaient prématurément sous le poids de l'incertitude. Marguerite développa des troubles du sommeil persistants et se mit à consulter régulièrement le site internet des personnes disparues, espérant y trouver une information qui aurait échappé aux enquêteurs. Paul, homme pragmatique habitué aux certitudes, sombrait dans une mélancolie silencieuse qui inquiétait son médecin de famille. La communauté scientifique alpine fut également ébranlée par cette disparition. Églantine était respectée dans son domaine,
et plusieurs projets de recherche européens durent être réorganisés en son absence. Ses collègues de l'Institut Forel organisèrent un colloque en sa mémoire 6 mois après sa disparition, rassemblant des botanistes de toute l'Europe pour honorer ses contributions à la science. L'enquête officielle connut plusieurs rebondissements au cours des 3 premières années. En septembre 2012, un randonneur affirma avoir aperçu une femme correspondant à la description d'Églantine près du col de la Forclaz, à 15 km d'Annecy. Les recherches reprirent dans cette zone montagneuse, mobilisant 150 gendarmes des bénévoles pendant 1 semaine, sans résultat. En mars 2013, la découverte d'un sac à dos de femme dans un torrent près de Talloires relança momentanément l'espoir. Mais l'analyse révéla qu'il appartenait à une touriste allemande qui l'avait perdu lors d'une randonnée en 2011. Cette fausse piste, comme tant d'autres, ne fit qu'accentuer la frustration des proches d'Églantine. Le maréchal des logis chef Garnier, qui avait pris cette affaire à cœur, explora méthodiquement toutes les hypothèses possibles. L'accident était la piste privilégiée. Églantine aurait pu tomber dans le lac lors de ses prélèvements et son corps aurait été emporté par les courants profonds. Mais cette théorie ne expliquait pas pourquoi son matériel spécifique avait disparu avec elle, ni pourquoi aucun élément n'avait refait surface, malgré les recherches intensives. La piste criminelle fut également explorée. Les enquêteurs vérifièrent minutieusement l'entourage d'Églantine, interrogèrent ses collègues, analysèrent ses relations sentimentales passées. Églantine vivait seule depuis sa rupture avec Julien Mercier, un géologue, 2 ans plus tôt. Leur séparation s'était déroulée en bons termes, et Julien, qui travaillait à ce moment-là sur un chantier de forage en Norvège, disposait d'un alibi incontestable. Une théorie émergea progressivement dans les conversations de bistrot. Églantine aurait-elle découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Cette hypothèse, alimentée par le mystère entourant la disparition de son matériel de prélèvement, intriguait certains habitants. Mais sans éléments concrets, elle restait du domaine de la spéculation. Au fil des mois, l'affaire glissa progressivement vers les dossiers non résolus. Les recherches actives cessèrent en juin 2013, 1 an après la disparition. Le dossier restait ouvert, mais aucun élément nouveau ne permettait de relancer l'enquête. Henri Roux retourna à Toulouse, épuisé et amer. Sophie Lemaire continua ses recherches personnelles, mais de manière plus espacée. L'impact sur la communauté locale fut durable. Les habitants de Dwingt et des villages environnants regardaient désormais le lac avec une certaine méfiance. Plusieurs parents interdirent à leurs enfants de se baigner seuls dans les zones isolées. Les guides de randonnée modifièrent leurs itinéraires pour éviter de passer près du lieu de disparition, répondant à une demande tacite de leurs clients. Paradoxalement, cette tragédie renforça la cohésion de la communauté scientifique régionale. Un fonds d'aide à la recherche botanique fut créé en mémoire d'Églantine, financé par des donations de particuliers et d'institutions. Chaque année, une bourse était attribuée à un jeune chercheur pour poursuivre des travaux dans l'esprit de ceux qu'elle menait. En 2015, 3 ans après la disparition, les parents d'Églantine entamèrent une procédure de déclaration judiciaire de décès. Cette démarche administrative, nécessaire pour régler sa succession et clôturer ses comptes, fut un déchirement supplémentaire. Accepter officiellement la mort de leur fille, sans corps ni certitude, leur semblait une trahison de l'espoir qu'ils conservaient malgré tout. Sophie Lemaire, quant à elle, développa une relation particulière avec les lieux de recherche d'Églantine. Elle s'y rendait régulièrement, non plus pour chercher des indices, mais pour poursuivre les travaux de son amie. Cette continuité scientifique lui semblait la meilleure façon d'honorer sa mémoire. Elle avait repris l'étude des caracées du lac d'Annecy et publié plusieurs articles en co-signature posthume avec Églantine. Le 23 juillet 2018, 6 années jour pour jour après ces événements tragiques, la routine matinale de l'équipe de secours aquatique de Haute-Savoie allait être bouleversée par une découverte qui relancerait l'enquête de manière spectaculaire. Ce matin-là, les conditions météorologiques étaient exceptionnelles sur le lac d'Annecy. Un anticyclone stable avait installé un temps radieux depuis plusieurs jours
et l'absence totale de vent rendaient la surface de l'eau parfaitement lisse, offrant une visibilité sous-marine remarquable. Le capitaine Michel Delacroix, responsable de l'équipe de plongeurs de secours, avait décidé de profiter de ces conditions idéales pour organiser un exercice d'entraînement en eau profonde. L'équipe était composée de 6 plongeurs expérimentés, tous formés aux techniques de sauvetage en milieu lacustre. Parmi eux se trouvait Sébastien Blanc, plongeur professionnel depuis 15 ans, et Thomas Girard, jeune recrue particulièrement prometteur qui venait de terminer sa formation spécialisée. L'exercice du jour consistait à simuler la recherche d'une personne disparue dans la zone est du lac, précisément celle où Églantine avait été vue pour la dernière fois. Cette coïncidence géographique n'était pas fortuite. Le capitaine Delacroix, qui avait participé aux recherches originelles en 2012, utilisait souvent cette zone pour les entraînements, considérant que la topographie sous-marine complexe constituait un excellent terrain d'apprentissage pour ses équipes. Les fonds présentaient des variations de profondeur significatives, avec des zones de 35 mètres alternant avec des fosses atteignant 50 mètres. Vers 10h30, Sébastien Blanc et Thomas Girard effectuaient leur deuxième plongée de la matinée. Ils évoluaient méthodiquement le long du fond lacustre, suivant un quadrillage précis établi par leur instructeur. La visibilité était exceptionnelle, permettant de distinguer clairement les détails du fond vaseux et la végétation aquatique dense qui caractérisait cette zone du lac. C'est Thomas Girard qui l'aperçut en premier. À 32 mètres de profondeur, partiellement enfoui dans les sédiments et camouflé par une accumulation de feuilles mortes et de débris végétaux, un objet de couleur bleu marine se détachait légèrement du fond naturel. Sa forme allongée et régulière contrastait avec l'environnement organique environnant. Thomas fit signe à son binôme et ils s'approchèrent prudemment de l'objet. L'expérience leur avait appris à ne jamais toucher immédiatement un élément suspect découvert au fond d'un lac. Il pouvait s'agir de déchets polluants, d'objets coupants ou, dans le pire des cas, de restes humains nécessitant une procédure judiciaire spécifique. Sébastien Blanc, plus expérimenté, examina l'objet sous plusieurs angles avant de comprendre ce qu'ils avaient devant eux. C'était indubitablement un sac de couchage de qualité professionnelle, de marque Lafuma selon l'étiquette encore visible, remarquablement conservé par les eaux froides et l'absence d'oxygène du fond lacustre. Sa fermeture éclair était partiellement ouverte, laissant entrevoir un contenu qui fit immédiatement comprendre aux 2 hommes qu'ils venaient de faire une découverte majeure. À l'intérieur du sac de couchage, parfaitement préservé dans des contenants étanches, se trouvait une dizaine de flacons en plastique transparent contenant des échantillons d'eau soigneusement étiquetés. Les étiquettes, rédigées d'une écriture féminine appliquée, portaient des dates s'échelonnant entre le 10 août et le 15 août 2012, ainsi que des coordonnées GPS précises correspondant à différents points du lac d'Annecy. Les 2 plongeurs comprirent immédiatement qu'ils venaient de retrouver une partie de l'équipement d'Églantine Roux. Respectant scrupuleusement les procédures, ils ne touchèrent à rien, marquèrent précisément l'emplacement avec une bouée de signalisation, prirent plusieurs photographies sous-marines et remontèrent immédiatement à la surface pour alerter leurs supérieurs. Le capitaine Delacroix, informé de la découverte, interrompit immédiatement l'exercice et contacta la gendarmerie d'Annecy. En moins de 30 minutes, le maréchal des logis chef Garnier, toujours en poste 6 ans après l'enquête originelle, arrivait sur les lieux accompagné d'une équipe de la police technique et scientifique. La récupération de l'objet nécessita des précautions particulières. Les experts judiciaires descendirent eux-mêmes pour photographier et filmer le sac de couchage in situ avant de le remonter délicatement à la surface. Chaque geste était documenté, chaque angle photographié, car tous savaient que cette découverte rouvrirait officiellement l'enquête sur la disparition d'Églantine Roux. L'examen préliminaire du sac de couchage et de son contenu révéla immédiatement des éléments troublants. Outre les échantillons d'eau datés, il contenait également le GPS portable d'Églantine, un carnet de notes imperméable avec des observations détaillées, et plus surprenant encore, une clé USB étanche contenant des données que personne n'avait jamais vues.
Mais le plus déconcertant était l'état de conservation exceptionnel de ces objets. Après 6 années au fond du lac, ils auraient dû présenter des signes de détérioration significatifs. Or, à l'exception d'une légère décoloration, ils semblaient presque intacts. Cette préservation remarquable suggérait que le sac de couchage avait été lesté ou maintenu dans une zone particulièrement stable du fond lacustre. L'analyse des échantillons d'eau retrouvés dans le sac de couchage d'Églantine allait révéler des informations qui dépassaient largement le cadre d'une simple disparition. Le laboratoire de l'Agence régionale de santé de Lyon, spécialisé dans l'analyse environnementale, fut réquisitionné pour examiner le contenu des flacons. Les premiers résultats, communiqués 1 semaine après la découverte, furent stupéfiants. Les échantillons prélevés par Églantine contenaient des concentrations anormalement élevées de métaux lourds, notamment du chrome hexavalent et du cadmium, à des niveaux dépassant de 40 fois les seuils autorisés pour les eaux de surface. Plus inquiétant encore, on y trouvait des traces de composés organiques chlorés utilisés dans l'industrie textile, des substances strictement interdites en France depuis 1990. Le docteur Philippe Monclerc, toxicologue en chef du laboratoire, expliqua au maréchal des logis chef Garnier que de telles concentrations auraient dû provoquer une mortalité massive de la faune aquatique et des phénomènes d'eutrophisation visibles à l'œil nu. Or, rien de tel n'avait été observé dans le lac d'Annecy en 2012, réputé pour la pureté exceptionnelle de ses eaux. Cette contradiction apparente intrigua les enquêteurs. Comment des prélèvements effectués dans un lac aux eaux cristallines pouvaient-ils révéler une pollution aussi massive? La localisation précise des échantillons, grâce au GPS d'Églantine, apporta un début de réponse troublant. Les coordonnées indiquaient que tous les prélèvements avaient été effectués dans un périmètre restreint de 500 mètres, concentré sur la rive est du lac, près d'une zone industrielle située en amont. Cette zone abritait notamment les installations de la société Textile Savoyarde, une entreprise familiale spécialisée dans la teinture de tissus haut de gamme, dirigée depuis 1985 par Marcel Fontaine. La société Textile Savoyarde jouissait d'une réputation irréprochable dans la région. Employant 80 personnes, elle était considérée comme un modèle d'entreprise locale respectueuse de l'environnement. Marcel Fontaine, âgé de 57 ans en 2018, était un notable respecté, membre du conseil municipal de Duingt et sponsor régulier des équipes sportives locales. L'entreprise avait fait l'objet de plusieurs contrôles environnementaux au cours des années précédentes, tous concluants. Ces installations de traitement des eaux usées étaient considérées comme exemplaires et avaient même reçu un prix régional de l'innovation environnementale en 2010. Les rapports d'inspection disponibles ne mentionnaient aucune irrégularité significative. Pourtant, les données d'Églantine suggéraient une toute autre réalité. Le carnet de notes retrouvé dans son sac de couchage contenait des observations détaillées sur ce qu'elle appelait des anomalies de coloration et des variations inexpliquées de pH dans la zone proche de l'usine. Ces dernières annotations, datées du 15 août 2012, mentionnaient une urgence absolue et la nécessité de prévenir immédiatement les autorités. La clé USB étanche contenait des photographies sous-marines troublantes, prises par Églantine dans les jours précédant sa disparition. On y voyait clairement des sédiments de couleur anormale, des zones de végétation aquatique décimées et plus inquiétantes encore, ce qui ressemblait à une canalisation immergée non déclarée. Le maréchal des logis chef Garnier décida d'interroger Marcel Fontaine dès le lendemain de ces révélations. L'industriel se présenta spontanément à la gendarmerie, accompagné de son avocat, maître Catherine Dubois. Il affirma n'avoir jamais eu de contact direct avec Églantine Roux et nia catégoriquement tout rejet illégal dans le lac. Marcel Fontaine expliqua que son entreprise respectait scrupuleusement toutes les normes environnementales et que ces rejets étaient traités conformément à la réglementation avant d'être dirigés vers le réseau d'assainissement municipal.
Il proposa spontanément l'accès complet à ces installations pour une nouvelle inspection approfondie. Cependant, son comportement durant l'interrogatoire intrigua les enquêteurs. Homme habituellement volubile et sûr de lui selon ses proches, Marcel Fontaine semblait nerveux et évasif. Il transpirait abondamment malgré la climatisation de la salle d'audition et évitait le regard des gendarmes. Quand on lui montra les photographies prises par Églantine, il prétendit ne pas reconnaître les lieux, affirmation que son avocat jugea peu crédible. L'inspection de l'usine textile savoyarde, menée 3 jours plus tard par une équipe mixte de gendarmes et d'agents de la Direction régionale de l'environnement, ne révéla apparemment aucune irrégularité. Les installations de traitement fonctionnaient normalement, les registres de rejet étaient conformes et les analyses d'eau en sortie d'usine respectaient les normes. Mais Henri Roux, le frère d'Églantine, qui suivait l'enquête avec attention depuis Toulouse, fit une remarque pertinente aux enquêteurs. 6 années s'étaient écoulées depuis la disparition de sa sœur. Si des activités illégales avaient eu lieu en 2012, l'entreprise avait eu largement le temps de modifier ses installations et effacer les preuves. Cette observation relança l'enquête sur de nouvelles bases. Les gendarmes décidèrent d'examiner les archives de l'entreprise remontant à 2012, de retrouver d'anciens employés susceptibles de témoigner et surtout d'analyser les comptes de la société pour cette période. C'est Sophie Lemaire qui apporta l'élément déclencheur suivant. Continuant à fréquenter la zone de recherche d'Églantine, elle avait remarqué depuis plusieurs années des variations inexpliquées dans la végétation aquatique du secteur. Certaines espèces avaient disparu sans raison apparente, tandis que d'autres, plus résistantes à la pollution, avaient proliféré anormalement. Ces observations, qu'elle avait consignées dans ses propres carnets de terrain, corroboraient parfaitement les découvertes d'Églantine. Sophie réalisa qu'elle disposait peut-être, sans le savoir, de la preuve d'une pollution continue et dissimulée du lac d'Annecy. L'étau se resserrait autour de Marcel Fontaine et de son entreprise. Mais le plus troublant restait à découvrir. Comment Églantine avait-elle disparu? Et quel lien y avait-il entre ses découvertes scientifiques et sa mort présumée? La percée décisive de l'enquête vint d'une source inattendue. Madame Lucienne Perrin, ancienne comptable de la société textile savoyarde, prit contact avec la gendarmerie le 15 août 2018, exactement 6 ans après la disparition d'Églantine. Âgée de 68 ans et à la retraite depuis 2015, elle affirma détenir des informations cruciales qu'elle n'avait jamais osé révéler par peur de perdre son emploi. Lucienne Perrin avait travaillé pendant 23 ans pour Marcel Fontaine. Femme discrète et méticuleuse, elle connaissait parfaitement les finances de l'entreprise et avait eu accès à des documents que peu de personnes avaient vus. Son témoignage allait bouleverser complètement l'enquête. Selon ces révélations, la société textile savoyarde traversait une crise financière majeure depuis 2010. La concurrence asiatique et les nouvelles normes environnementales européennes avaient considérablement réduit ses marges bénéficiaires. Pour maintenir sa rentabilité, Marcel Fontaine avait progressivement réduit les coûts de traitement des eaux usées, jusqu'à bypasser complètement le système d'épuration pendant les périodes de forte production. Lucienne Perrin conservait dans ses archives personnelles des copies de factures prouvant l'achat de produits chimiques interdits, notamment des solvants chlorés bon marché, utilisés illégalement dans les processus de teinture. Elle possédait également des relevés bancaires, montrant des paiements en espèces à une société fantôme chargée d'évacuer discrètement les déchets toxiques. Plus accablant encore, elle révéla l'existence d'une canalisation secrète, installée en 2011, qui permettait de déverser directement les eaux polluées dans le lac d'Annecy, en contournant la station d'épuration officielle. Cette canalisation était utilisée exclusivement la nuit et pendant les week-ends, quand les contrôles étaient impossibles. Le témoignage de Lucienne Perrin expliquait parfaitement les découvertes d'Églantine. La botaniste était tombée par hasard sur cette pollution dissimulée au cours de ses prélèvements réguliers. Ces échantillons constituaient une preuve irréfutable des activités illégales de l'entreprise.
preuve qui aurait pu conduire à sa fermeture définitive et à l'emprisonnement de Marcel Fontaine. Confronté à ces nouvelles accusations, Marcel Fontaine s'effondra lors de son deuxième interrogatoire. En présence de son avocat, il admit finalement la réalité des rejets illégaux, mais nia farouchement toute implication dans la disparition d'Églantine. Selon lui, il ignorait totalement que la botaniste effectuait des prélèvements dans cette zone et n'avait jamais eu connaissance de ses découvertes. Cependant, les enquêteurs découvrirent rapidement que cette version ne correspondait pas à la réalité. L'analyse des appels téléphoniques de Marcel Fontaine révéla qu'il avait reçu un appel de son contremaître, Georges Villain, le 15 août 2012 vers 19 h. Georges Villain, encore employé de l'entreprise, fut immédiatement convoqué pour audition. Georges Villain, homme de 52 ans, supervisait les équipes de nuit et était l'un des rares à connaître l'existence de la canalisation secrète. Son témoignage reconstituait enfin les dernières heures d'Églantine Roux avec une précision glaçante. Le 15 août 2012 vers 18h30, Georges Villain effectuait sa ronde habituelle avant la prise de poste de l'équipe de nuit quand il aperçut une femme en combinaison néoprène qui prélevait des échantillons d'eau précisément à l'endroit où se trouvait la sortie de la canalisation clandestine. Alarmé, il l'observa discrètement depuis la berge et réalisa qu'elle documentait méticuleusement ses prélèvements avec un appareil GPS et un carnet de notes. Pris de panique, Georges Villain appela immédiatement Marcel Fontaine pour l'alerter de la situation. Son patron lui ordonna de régler le problème discrètement, en lui précisant qu'une dénonciation entraînerait la fermeture de l'usine et la perte de 80 emplois. Marcel Fontaine lui promit une prime de 10 000 € s'il parvenait à empêcher cette scientifique de révéler ses découvertes. Georges Villain attendit qu'Églantine remonte vers son campement avant de l'aborder. Il se présenta comme un employé municipal chargé de contrôler les activités de prélèvement et lui demanda de montrer ses autorisations. Églantine, habituée aux contrôles administratifs, lui expliqua poliment la nature de ses recherches et lui montra ses échantillons. Quand Georges Villain réalisa qu'elle avait découvert les traces de pollution et qu'elle comptait alerter les autorités dès le lendemain, il comprit que sa carrière et celle de tous ses collègues étaient menacées. Dans un moment de panique, sans préméditation selon ses propres dires, il frappa Églantine avec une pierre ramassée sur la berge. Le coup porta à la tempe gauche et Églantine s'effondra instantanément. Georges Villain vérifia son pouls et réalisa avec horreur qu'elle était morte. Terrorisé par les conséquences de son geste, il décida de faire disparaître le corps et toutes les preuves des découvertes d'Églantine. Il transporta d'abord le corps jusqu'à son fourgon de service, garé à proximité. Puis il retourna récupérer tout le matériel de prélèvement d'Églantine, son sac de couchage contenant les échantillons d'eau, son GPS et ses carnets de notes. Il nettoya méticuleusement la zone pour effacer toute trace de lutte. Cette nuit-là, Georges Villain utilisa le bateau de service de l'entreprise pour emmener le corps d'Églantine au centre du lac. Il l'attacha avec des chaînes et le précipita dans la fosse la plus profonde du lac, à plus de 60 mètres de profondeur, là où les courants sont pratiquement inexistants et où les plongeurs n'interviennent jamais. Pour les échantillons et le matériel scientifique, il eut une idée qu'il pensait astucieuse. Il lesta le sac de couchage et le coula dans une zone moins profonde, espérant qu'il ne serait jamais retrouvé, mais que, s'il l'était un jour, rien ne permettrait d'établir un lien avec l'entreprise. Il était persuadé que les échantillons d'eau se dégraderaient avec le temps et perdraient toute valeur probante. Georges Villain termina son macabre travail vers 4 heures du matin le 16 août. Il appela Marcel Fontaine pour l'informer que le problème était réglé, sans jamais préciser qu'il avait tué Églantine. Marcel Fontaine, qui pensait que son employé avait simplement intimidé la scientifique ou détruit ses échantillons, versa la prime promise sans poser de questions. Pendant 6 années, Georges Villain vécut avec ce secret. L'arrêt des rejets illégaux après 2013, décidé par Marcel Fontaine, effrayé par la disparition, lui donna l'impression que son crime avait au moins servi à protéger l'environnement.
Mais la découverte du sac de couchage et la reprise de l'enquête le plongèrent dans un état de stress permanent qui finit par le pousser aux aveux. Les aveux de Georges Villain, corroborés par les preuves scientifiques et les témoignages, permirent enfin de résoudre l'énigme de la disparition d'Églantine Roux. Le 28 août 2018, soit 16 jours après la découverte du sac de couchage, il fut mis en examen pour homicide volontaire et destruction de preuves. Marcel Fontaine fut inculpé de pollution aggravée, mise en danger de la vie d'autrui et complicité passive d'homicide. La nouvelle de ces arrestations secoua profondément la région d'Annecy. Que Marcel Fontaine, notable respecté et figure emblématique du tissu économique local, soit impliqué dans une affaire criminelle, dépassait l'entendement de beaucoup. La révélation des activités polluantes de son entreprise suscita également une prise de conscience environnementale sans précédent dans la communauté. Pour la famille d'Églantine, ces révélations apportaient enfin des réponses après 6 années d'incertitude déchirantes. Henri Roux, qui n'avait jamais cessé de chercher la vérité, éprouva un mélange de soulagement et d'amertume. Savoir que sa sœur était morte pour avoir voulu protéger l'environnement donnait un sens tragique à son engagement scientifique. Mais la violence absurde de sa fin restait difficile à accepter. Les parents d'Églantine, Marguerite et Paul Roux, purent enfin faire leur deuil. L'incertitude avait été plus insupportable que la mort elle-même. Ils organisèrent une cérémonie d'hommage au bord du lac d'Annecy, rassemblant la communauté scientifique internationale et les habitants de la région qui avaient aimé et respecté leur fille. Sophie Lemaire ressentit une émotion particulière en apprenant la vérité. Ses observations botaniques des dernières années avaient contribué à établir la réalité de la pollution, donnant une dimension scientifique cruciale à l'enquête. Elle décida de consacrer ses recherches futures à poursuivre l'œuvre d'Églantine, transformant sa mort en un combat pour la protection des écosystèmes alpins. Le procès de Georges Villain eut lieu en juin 2019 devant la cour d'assises de Chambéry. Malgré ses aveux complets et ses regrets sincères, il fut condamné à 15 années de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Le jury retint les circonstances atténuantes liées à l'absence de préméditation et à sa coopération avec la justice, mais souligna la gravité d'un crime commis pour des motifs économiques. Marcel Fontaine, jugé en parallèle devant le tribunal correctionnel, écopait de 3 années de prison ferme et d'une amende de 200 000 € pour ses activités polluantes. Son entreprise fut placée en liquidation judiciaire, incapable de supporter les coûts de dépollution et les indemnisations réclamées par les associations environnementales. L'expertise judiciaire révéla l'ampleur des dégâts causés par 6 années de rejets illégaux. Bien que la capacité d'auto-épuration du lac d'Annecy ait limité les dommages visibles, la pollution avait affecté durablement certaines espèces végétales et animales. Un programme de restauration écologique de 5 ans fut lancé, financé par la vente des actifs de la société textile savoyarde. Le corps d'Églantine ne fut jamais retrouvé malgré plusieurs campagnes de recherche dans les zones les plus profondes du lac. La famille fit installer une plaque commémorative sur le lieu de sa disparition, devenue un symbole de l'engagement environnemental. L'inscription rédigée par Henri rappelait simplement Églantine Roux, botaniste. Elle aimait la nature et la nature se souvient d'elle. La découverte du sac de couchage d'Églantine eut des répercussions qui dépassèrent largement le cadre judiciaire. Elle conduisit à un renforcement des contrôles environnementaux dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la création d'un réseau de surveillance citoyenne des cours d'eau. Des scientifiques bénévoles, formés aux techniques de prélèvement, effectuent désormais des contrôles réguliers pour détecter d'éventuelles pollutions clandestines. Le fonds de recherche créé en mémoire d'Églantine prit une dimension nouvelle après la résolution de l'affaire. Alimenté par les dons de particuliers émus par son histoire, il finance chaque année plusieurs bourses de recherche en écologie aquatique. Les travaux menés grâce à ce soutien contribuent à la protection des lacs alpins et perpétuent l'engagement scientifique qui a coûté la vie à Églantine.
Sophie Lemaire publia en 2020 un ouvrage scientifique majeur sur l'écosystème du lac d'Annecy, dédié à la mémoire de son ami. Ce livre, qui compile 15 années de recherche collaborative, est devenu une référence internationale pour la compréhension et la protection des milieux lacustres de montagne. Il contient un chapitre entier consacré aux découvertes posthumes d'églantines et à leur impact sur la science environnementale. La société textile savoyarde ne se releva jamais du scandale. Ses anciens employés, pour la plupart victimes indirectes de la cupidité de leur patron, furent aidés par une cellule de reclassement professionnel mise en place par la région. Beaucoup trouvèrent du travail dans des entreprises respectueuses de l'environnement, conscients que leur avenir dépendait de pratiques industrielles durables. L'affaire Églantine Roux marqua un tournant dans la prise de conscience écologique de la région d'Annecy. Les contrôles citoyens se multiplièrent, les associations environnementales virent leurs adhésions exploser, et les entreprises locales adoptèrent volontairement des standards environnementaux plus stricts pour éviter tout soupçon. 6 ans après la découverte de son sac de couchage, le lac d'Annecy avait retrouvé sa pureté originelle. Les espèces végétales aquatiques étudiées par Églantine proliféraient à nouveau, témoignage vivant de la résilience de la nature quand on lui donne une chance de guérir. Les plongeurs qui patrouillent régulièrement dans ces eaux profondes savent qu'ils nagent dans un environnement protégé par le sacrifice d'une femme qui refusait de fermer les yeux sur la destruction de ce qu'elle aimait. L'histoire d'Églantine Roux rappelle que derrière chaque disparition mystérieuse se cache parfois une vérité plus sombre que tout ce qu'on peut imaginer. Mais elle démontre aussi que la passion scientifique et l'engagement pour la protection de l'environnement peuvent survivre à ceux qui les portent, inspirant les générations futures à poursuivre un combat plus nécessaire que jamais. Cette affaire nous montre comment l'avidité et la peur peuvent pousser des individus ordinaires à commettre l'irréparable, mais aussi comment la vérité finit toujours par émerger, portée par ceux qui refusent d'abandonner la quête de justice. Qu'avez-vous pensé de cette enquête qui a duré si longues années? Aviez-vous soupçonné dès le début qu'un intérêt économique pouvait se cacher derrière la disparition d'Églantine? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette reconstitution minutieuse vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus par la science et la persévérance des enquêteurs.